Les relations Russie-OTAN sont rompues. L'escalade diplomatique a pris un nouveau tournant. L'Alliance Atlantique a retiré en octobre les accréditations de 8 émissaires russes. La réaction de Moscou n'a pas tardé. La représentation de la Russie auprès de l'OTAN ainsi que celle de l'OTAN à Moscou ont été suspendues. Selon Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, l'OTAN n'était pas intéressée par un dialogue et un travail d'égal à égal. L'alliance militaire cherche-t-elle la confrontation ? On est dans une attitude qui a fondamentalement changé depuis la chute de l'URSS, où à un moment on parlait même d'adhésion possible de la Russie dans l'OTAN. Il y a un conseil Russie-OTAN qui existe depuis 1997, qui a fonctionné bon an mal an et qui s'est un peu effiloché à travers les crises. Bon, il y a eu la Géorgie et puis évidemment l'Ukraine, la Crimée, et depuis les relations sont devenues tendues avec des manœuvres militaires de part et d'autre, des présences militaires dans les pays baltes, des manœuvres près de la frontière ukrainienne orientale, des survols aussi près des territoires de part et d'autre, une militarisation aussi. Donc tout ça crée par rapport à une vingtaine d'années où il y a eu l'illusion de croire que les gens allaient devenir des bons amis, des partenaires, un monde de bisounours en quelque sorte, sans tension, sans crise. Eh bien, on revient de cette période un peu illusoire et on a en face effectivement une montée des tensions et chaque camp, évidemment, repousse la balle dans l'autre camp en disant c'est l'autre qui est à l'origine des tensions et donc je ne fais que me prémunir. Personne n'envisage un conflit, même si on se prépare. Il est évident que les armes sont beaucoup plus sophistiquées et aussi, n'a pas uniquement à faire les spécialistes. La différence qu'il y avait entre les armes nucléaires, je ne parle pas des armes nucléaires de théâtre comme le Pluton ou les missiles intermédiaires, le fameux accord de 87 qui a été dénoncé par les deux pays, d'abord États-Unis et Russie, la barrière, entre le classique, l'hypersonique et le nucléaire, commence à s'estomper. Donc avant, on avait une dissuasion nucléaire qui empêchait la guerre. Maintenant, on a des armes beaucoup plus sophistiquées, beaucoup plus précises, qui évidemment créent l'alarme, puisque c'est des armes qui ne montent pas tout de suite au nucléaire, mais qui permettent des cibles, je ne parle pas des drones, bien sûr, des cibles très fortes, calibrées. Malheureusement, beaucoup de conversations techniques, diplomatiques, militaires qui avaient lieu dans le cadre OTAN-Russie sont gelées et n'ont pas repris vraiment. Donc là aussi, l'organe de discussion, non pas entre Moscou et Washington, mais entre Bruxelles, l'OTAN, entre les membres de l'OTAN et la Russie, sont un peu au point mort, sont dans l'impasse. Et donc c'est dommage parce que c'est quand même une enceinte qui devrait exister pour coordonner les points de vue de ses membres et discuter avec la Russie, pour respecter les règles de manœuvres militaires, pour remettre peut-être le ciel ouvert. Vous voyez, avant, on pouvait inspecter les manœuvres et tout ça est arrêté. Tous les organismes qui ont été mis en place depuis une quarantaine d'années, malheureusement, entrée de la Russie dans le Conseil de l'Europe, l'OSCE qui existe depuis 90, la Charte de Paris, l'OTAN, le Conseil OTAN-Russie, tout ça, malheureusement, est au point mort. N'est pas mort, mais ça ne vit plus. Et donc, on est en attente d'un bond. D'où est-ce qu'il viendra ? Je ne le vois pas apparaître, pour être cohérent. Et à l'époque, certains voulaient effectivement procéder à une dissolution de l'OTAN. Elle a été maintenue pour des tas de raisons, parce que beaucoup d'Occidentaux considéraient que c'était un moyen de sauvegarder la présence militaire, politique et diplomatique des États-Unis. C'est le lien entre les pays européens et les pays du continent européen. Et par exemple, les ex-pays de l'Est, par exemple comme Pologne, les pays baltes, ils se sont empressés d'abord de rentrer dans l'OTAN et après l'Union européenne, et pas l'inverse. Donc pour eux, il fallait une assurance, en quelque sorte, militaire, stratégique. Il y a un peu la force de l'acquis, quoi. Il y a une espèce de club, il faut le dire, en grande partie anglo-saxon et scandinave. C'est là que je me permets d'introduire non pas des notions ethniques, culturelles, et je l'ai vécu moi-même, il y a quand même un monde anglo-saxon et scandinave sont des cousins, et un monde latin, et les grands, les seigneurs, sont un peu les anglo-saxons et puis les scandinaves. Et c'est eux qui tiennent un peu les choses, il faut le dire. Et on l'a vu avec l'affaire de l'AUKUS. Vous voyez, ce sont les grands anglo-saxons qui se considéraient un peu les maîtres du monde, qui s'arrogent le droit maintenant d'endiguer la Chine qui est liée avec la Russie. Et donc, on a une redistribution de la géopolitique mondiale.